Bonsoir, nous sommes le dimanche 9 novembre, il est 20h30. Je voudrais que nous passions quelques minutes à réfléchir une fois de plus sur les rapports entre l'écrit et l'oral. C'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement délicat à traiter, et ça m'intéresse d'en faire une sorte de synthèse de cette question, mais sans imaginer que je vais trouver nécessairement la solution, l'explication complètement satisfaisante. En effet, il y a plusieurs paramètres qui se conjuguent, qui se confrontent. D'un certain côté, le fait de parler, au sens d'exprimer quelque chose par ma bouche, ou même par mes signes, par des gestes, qui va souvent ensemble d'ailleurs, c'est quelque chose qui appartient à mon être premier, si on peut dire. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour parler, pour m'exprimer. Je n'ai pas besoin d'un stylo, je n'ai pas besoin d'un papier, je n'ai pas besoin d'argile, je n'ai pas besoin d'un support. Ça, c'est un premier point. Et ça, pour moi, c'est déjà, dans ma philosophie écologique, je dirais, je pense que les hommes ont commencé par travailler sur leur propre potentialité intérieure avant de s'enrichir en s'appropriant des potentialités extérieures. Bon, j'ai la faiblesse de le croire. Et je crois qu'effectivement, on a un processus diachronique là qui est assez commode, en tout cas. C'est pour ça que moi-même, je préconise le développement du sifflement, par exemple. Tout ce qui est le rapport de soi-même avec son propre corps, bon, tout ce qui évite de passer par autre chose, tout ce qui évite de passer par une aliénation quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit. Donc l'écriture, quelque part, c'est une aliénation. Et dans la tradition juive, cela apparaît à 2 reprises au moins, mais en fait probablement plus que ça. Dieu qui grave les tables des 10 commandements sur le mont Sinaï, donc qui utilise un support écrit. Les livres de prière juifs qui sont constitués en recueil, nous dit-on en lisant certaines introductions de recueils de prières juives du début du 19e siècle, au début de la Restauration, nous dit, voilà, on a mis par écrit, après la destruction du premier temple, pendant l'exil de Babylone, après, quand on est revenu, enfin peu importe, quand on a construit le premier temple, il est apparu qu'il fallait mettre par écrit un certain nombre de prières. Et puis il y a l'affaire du Talmud avec la mise par écrit de tout un ensemble de lois, de règles, de pratiques, de commentaires, au lendemain justement de la destruction du second temple. Donc la destruction, la déstabilisation produisent de l'écriture. Quand on meurt, on fait un testament, parce que comme on ne sera plus là, c'est l'écrit qui va nous prolonger, qui va parler à notre place. Donc l'écrit est un substitut. Maintenant, j'étais justement à un café philo ce matin à l'Étoile européenne avec Savigny Niconi et Jean-Luc Berlet, autour de la question de la parole est-elle de l'avenir? Certains disaient oui, c'est très important d'écrire parce qu'il y a un document, voilà, il y a une preuve, les écrits restent, les paroles passent, etc. Bon, mettons. Mais néanmoins, je pense que c'est déjà une attitude un peu décadente de dire ça. Je pense que dans une société où les gens sont bien équilibrés, ils se souviennent de ce qu'ils ont dit, ils se souviennent de ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas besoin d'écrit pour le vérifier ou pour le valider.
vous savez que je suis très méfiant envers toutes les solutions qui permettent de combler des déficiences, des manques, etc., etc. C'est ce que j'appelle la civilisation du type Irgaz, ou du handicap. Donc, quelque part, l'écriture, c'est le handicap. Et Napoléon, par exemple, il parlait et il avait un secrétaire, un scribe qui notait. C'est déjà, moi je trouve que c'était un bon schéma. Tellement bon schéma que moi je l'appliquerais aussi au niveau de la musique. Si je considère que le fait de siffler, même si je fais des percussions, ça rentre dans mon oralité, ça rentre dans ma capacité de faire du son, je préfère le mot son, de ma sonorité, et qu'il y ait des gens qui veulent noter ce que je fais, pourquoi pas? Comme aujourd'hui, on note pas simplement, on enregistre. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas à noter ce que je fais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça sort gratuitement et naturellement de mon être. Je n'ai pas besoin de stocker. S'il y a des gens qui ont besoin de se nourrir de ma musique ou de mes paroles, qu'ils le fassent éventuellement. Pourquoi pas? Mais pour celui qui est aimé, ce n'est pas une nécessité. Aucun compositeur n'est obligé de mettre par écrit sa musique. Il l'a en tête, elle est à lui, il a son style, eh bien, il peut rejouer autre chose, et bien, ça sera toujours sa musique. Elle n'a pas forcément à être formalisée, circonscrite dans un document. Voilà, elle n'a pas à être cloisonnée. Voilà, il fait sa musique, voilà, il se met à son instrument, il fait sa musique, et puis voilà. Et puis, c'est tout. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait et on a besoin de retenir. Chaque fois qu'on fait l'amour, on n'est pas en train de filmer les ébats sexuels. À moins qu'on se dise que c'est la dernière fois, je ne sais pas. Enfin, il faut avoir déjà être un petit peu malade quand même, quelque part. Ou être en tout cas souffrant, ou inquiet, angoissé en tout cas. Bon. Donc il y a une angoisse quelque part. Ça risque de se perdre, ça risque de s'oublier. Voilà, c'est ça le grand truc. Ou je risque d'oublier. Je pense bête. Donc, alors ne parlons pas non plus de ces prises de parole, soi-disant, qui consistent à lire un texte. Ça, c'est encore de la fumisterie, bien évidemment. C'est pas de la vraie parole. C'est une parole assistée par ordinateur, parce que maintenant les gens font des conférences avec l'ordinateur sous les yeux, ou assistée par je ne sais quel document, ou quelque écran de prompting, ou promptage, je ne sais pas comment on dit. Bon, la parole, je l'ai dit ce matin, la parole, c'est un sport. La parole, pour parler comme il faut être en pleine possession de ses moyens. Il faut que les idées viennent dans le flux du propos. Il ne faut pas... Bon, c'est tout. Alors que la personne va me dire, ah oui, mais moi je risque d'oublier telle et telle idée. Ah ben, c'est son problème. Si la personne n'arrive pas à avoir une pensée suffisamment structurée et suffisamment convergente, si l'on peut dire, pour assurer, sans avoir besoin, sans le secours de l'écrit, c'est son problème. Et a priori, moi je dis, on préfère des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens que des gens qui sont handicapés sous une forme ou sous une autre. Pour moi, c'est ça, c'est fondamental. Hein. On est dans une société de modèles, toute l'humanité fonctionne sur le modèle. Hein. Les enfants prennent modèle sur X ou Y. Il faut qu'on leur donne les meilleurs modèles, les modèles les plus authentiques, les plus vivants, et pas des modèles de deuxième ou troisième ordre. Toute nos sociétés est mimétique, mais autant que ce mimétisme se déroule dans les meilleures conditions, et pas dans des gens qui... Et mon avis, c'est un des graves dangers de notre société, c'est de choisir des modèles de piètre qualité, aidés par ceci, aidés par cela, plutôt que les modèles top, les top modèles, si on peut dire. Voilà, ça me paraît très grave. Donc, qui voulait dire, de manière générale, l'écriture, c'est-à-dire l'écriture au sens de quelque chose qui va cristalliser l'instant. Voyez-vous ?
si je fais un geste, ce n'est pas un problème. Mais si tout cela est retenu, noté, etc., tout à l'heure je disais effectivement que des gens veuillent noter ce que j'écris, oui, de certaine manière, oui. Mais en même temps, il ne faudrait pas que pour autant, ils se fassent passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus qu'ils me... Bon, ils peuvent me remplacer à condition de dire, voilà, je remplace un tel, voilà, je fais un truc qui ressemble à ce qu'un tel a dit ou fait, etc. D'accord. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, et il ne faudrait pas surtout, moi je ne voudrais pas, par exemple, que mon discours empêche de nouveaux discours de gens qui ont des choses à dire demain, de les dire. Hein? Et il faut que l'innovation, elle continue. Si le fait de noter ce que je dis empêche cette innovation, ou que ceux qui s'emparent de mes discours empêchent des gens qui sont innovants, qui sont vivants, qui sont dans le hic et nunc, eh bien ça ne va pas. Ça va pas non plus, c'est pas acceptable, bien évidemment. Alors qu'est-ce que je voulais dire de plus sur la question de l'écrit et de l'oral? Il faut bien comprendre que l'humanité s'est écrite depuis des millénaires. Donc la technologie, l'idée d'une nouvelle technologie, c'est tout à fait secondaire, c'est un épiphénomène. Globalement, nous sommes déjà sous l'emprise de la technique depuis des millénaires. C'est-à-dire que ce problème-là, il se pose déjà depuis très très longtemps. Et vu sous cet angle-là, ce qui se passe depuis 2 siècles, ça ne change pas grand-chose, parce que la situation est déjà instaurée depuis très longtemps. Depuis qu'on apprend à lire et écrire, à inscrire, eh bien, le problème, le défi existe. C'est-à-dire qu'effectivement, le risque de passer à une sorte de simulation de la mort. Parce que, oui, parce qu'à partir du moment où on écrit, où quelque chose est écrit, c'est comme si on avait embaumé, momifié le discours. On l'avait cristallisé. Alors, apprendre à des enfants à lire, à écrire, j'ai des doutes à ce sujet. J'ai des doutes. C'est à manier avec beaucoup de précautions. D'abord parce qu'il y a des enfants pour qui ce n'est pas souhaitable. Plus les enfants sont doués, et moins c'est souhaitable. Et donc, leur apprendre à lire et écrire alors qu'ils sont très doués, c'est risquer de les faire perdre leurs dons. Et on le sait très bien que c'est ainsi. De même que par exemple, moi si je note des choses pour m'en souvenir, eh bien après je m'en souviens plus, j'ai besoin de relire ce que j'ai écrit. Ça va pas. Donc, gardons le privilège de l'écriture pour les gens qui ont des limites. Qui ont des limites. Et n'infligeons pas cette exigence à des gens qui sont très doués, qui sont surdoués. L'écriture, c'est pour les sous-doués. Les sous-doués sont dans l'écriture, et les surdoués sont dans la parole orale. Et d'ailleurs, dans le domaine juridique, on distingue aussi ces deux niveaux. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, il y a des magistrats qui sont des magistrats de la parole et des magistrats qui sont des magistrats de l'écriture. Je crois par exemple les huissiers, etc. Bon. Les greffiers. Et les greffiers et les juges. Voilà, c'est cette opposition. Magistrature debout, magistrature assise. Je me trompe peut-être, je crois que ça pourrait être ça. Bon. Il y a là un cloisonnement social très important. De la même façon, d'ailleurs, comme dit Marx, il ne le dit pas aussi clairement que cela, que l'homme qui est lié à la machine, qui n'existe que par la machine, que parce qu'il se sert de la machine, et qui n'est pas intéressant s'il n'a pas de la machine avec lui, c'est un prolétaire, effectivement, mais ça n'a pas été comme ça, parce que Marx n'a pas montré à quel point ce prolétaire, il était effectivement un sous-homme. Il est un sous-homme parce que sa puissance vient de la machine.
Et que sans cette machine, ben, finalement, il ne serait pas grand-chose non plus. Donc, ceux qui ne sont pas des sous-hommes, eh bien, il faut qu'ils fuient tout ce qui est de l'ordre de l'écriture et de la lecture, comme la peste. Soyons socratiques, c'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui parlent, allons les écouter. Il y a des gens qui font de la musique, allons les écouter. Et imprégnons-nous de ce qu'ils font. Imprégnons-nous. C'est le mot qui convient. Ne les copions pas, mais imprégnons-nous.